système humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il a été conçu peut répondre à deux crises majeures humanitaires dites de niveau 3, hein. C'est le niveau le plus élevé défini par les Nations Unies. Aujourd'hui, nous en sommes à 4, voire 5 crises humanitaires globales. À cela s'ajoutent aussi des phénomènes d'une ampleur inouïe, comme le nombre de déplacés au niveau mondial. Nous sommes autour de 59,5 millions de déplacés enregistrés sous l'échelle mondiale en 2014. Et pour ne pas parler du paradigme humanitaire par excellence, qui est le paradigme doctrinal donantiste, qui a été créé dans le 19e siècle, qui a naturellement inspiré le développement du système humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais que depuis la chute du système westphalien n'a plus de sens et devient très compliqué en fait à être mis en œuvre ou à être transformé dans sa dimension opérationnelle. Pour ne pas parler de l'émergence de nouveaux acteurs, ceux qui sont définis des acteurs non étatiques. Mais on parle de ces acteurs qui non seulement complexifient les contextes d'intervention des humanitaires, mais qui à quelque part rend aussi l'accès des personnes les plus vulnérables plus difficile. L'ensemble de ces indicateurs nous permet de dire que le système humanitaire fait face à un tournant majeur. Donc, où il est capable de se transformer, de s'adapter à cette complexité, ou il est au bord du précipice. Alors, je pense qu'il est important aussi de resituer un peu la mission aussi des humanitaires. Il faut bien se rappeler que la mission des humanitaires est de répondre à des vulnérabilités. Et donc, on est vraiment là autour de la notion de l'humain. Et donc, cette remise en question continuelle qui existe aujourd'hui me semble assez saine, en fait, parce que les crises, comme Michel le disait, sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus nombreuses. Et du coup, à chaque crise correspond aussi des vulnérabilités qui sont différentes. Et donc, il est important qu'à chaque fois, les humanitaires se remettent en question justement pour pouvoir répondre de façon la plus pertinente et la plus efficace possible aux besoins des populations vulnérables. Et puis, dernièrement, il me semble que c'est plutôt sain, justement, que cette remise en question existe. Alors, certains nous taxent les humanitaires de nombrilisme. Je pense qu'au contraire, c'est une réflexion qui est saine et importante, d'autant plus qu'on est sur de l'humain et que l'humain ne se traite pas comme un autre secteur d'activité. Il faut avoir un certain respect, une certaine éthique qui doivent toujours être prises en considération quand on parle des populations vulnérables, pour justement arriver à avoir une réponse qui est à la fois efficace et qui respecte les principes humanitaires. L'humanitaire, le geste humanitaire est vieux comme l'humanité. Le système humanitaire, par contre, il est très jeune. Il s'est structuré, il est né dans le 19e siècle et il s'est inscrit en fait dans un parcours très particulier. On peut dire que le système humanitaire répond à quelque part à une rupture systémique de l'histoire avec l'humanité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La naissance même en fait, du système humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui se situe autour du 19e siècle, le lendemain effectivement des guerres d'Algérie en 1830, avec la pensée de l'émir Abdelkader, la pensée aussi de l'homme d'affaires Henri Dunant, qui commence à réfléchir autour de cet espace neutre dans lequel on peut assister avec une approche universelle l'ensemble des victimes de guerre. Il naît comme ça le concept qui portera la naissance et la structuration du mouvement international de la Croix-Rouge en 1863. C'est un moment très particulier. On a des conventions de Genève et même le mouvement international de la Croix-Rouge reste une institution qui va être mandatée par les conventions internationales pour le respect de ces conventions. Donc le système humanitaire de l'origine est composé par les États, par l'organisation, le mouvement des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge international. Et les États ont joué aussi un rôle assez important, non seulement dans le respect des conventions de Genève, mais aussi pour répondre à d'autres types de crises qu'on pourrait définir humanitaires,
comme les crises dues à des désastres naturels, surtout au lendemain, par exemple, du tremblement de terre en Jamaïque au début du siècle XXe. Mais la première organisation non gouvernementale humanitaire naît le lendemain de la Première Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ce système humanitaire de l'origine ne permettait pas non plus d'accéder à l'ensemble des victimes de guerre. Et c'est comme ça que Save the Children, le Save the Children Fund est créé en 1919 et c'est le premier qui, à quelque part, se libère des limites des conventions de Genève en ciblant tous les enfants, y compris aussi les enfants vulnérables des ennemis. Et derrière ce mouvement, qui est un mouvement donc laïque et qui va s'institutionnaliser, le Save the Children Union va être créé en 1920, il va inspirer d'autres mouvements d'organisations non gouvernementales qui vont émerger comme un acteur principal du système humanitaire. Après, on aura la Deuxième Guerre mondiale, qui quelque part va marquer un jalon très important dans le développement des ONG humanitaires en tant qu'acteurs importants du système humanitaire. C'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, non seulement que le système humanitaire des États et de mouvements de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge font les leçons de leurs limites. Il ne faut pas oublier que voilà, le CCR n'a pas pu faire grand-chose pour sauver les victimes des camps du Troisième Reich. Donc, des nouvelles conventions de Genève vont être signées. Le mouvement de la Croix-Rouge essaye de faire la leçon de leur manquement pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est les ONG qui vont prendre de plus en plus un rôle majeur. Et ce rôle va devenir encore plus déterminant, effectivement, autour de la guerre du Biafra. Et la guerre du Biafra va marquer à quelque part presque un jalon évolutif au sein des ONG humanitaires et plus globalement dans le système humanitaire lui-même. Mais c'est surtout autour de cette crise qu'on assiste à la création d'une deuxième génération d'organisations non gouvernementales. C'est en 1971 que Médecins sans frontières naît dans sa charte et se différencie des ONG classiques en mettant l'accent autour du témoignage et de la dénonciation, même si plus tard, naturellement, il va y renoncer. Mais cette différence dans leur structure permettra d'inspirer d'autres ONG et de s'inscrire dans la dénonciation, le témoignage, en contraposition au silence et à la discrétion historique du mouvement de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge international. Donc voilà, la guerre de Biafra, quelque part, est un jalon historique important. Et à la suite de la crise du Rwanda et du génocide, naturellement, la réponse humanitaire face à cette énorme crise a essayé d'être à la hauteur, mais naturellement, plein de questions se sont posées autour de la qualité de l'aide, de la capacité de ce système humanitaire de pouvoir faire face à ce type de crise. Et c'est autour des années 80-90 qu'en fait un nouveau mouvement de professionnalisation du secteur humanitaire s'instaure et dans les années 90 particulièrement, une nouvelle tendance, celle dite de la normativisation, donc à quelque part l'introduction de standards de qualité, l'introduction de standards de l'aide, vont changer radicalement le système des ONG humanitaires, mais le système humanitaire dans son global. Avec les changements changements mondiaux auxquels on a assisté à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, la post-globalisation, l'émergence d'acteurs non étatiques, nous nous sommes trouvés confrontés à des contextes humanitaires de plus en plus inaccessibles, de plus en plus complexes et à quelque part avec des structures d'un système humanitaire de plus en plus rigidifiées. Alors est-ce que la crise syrienne à quelque part n'est pas en train de mettre en évidence une nouvelle rupture entre l'histoire et l'humanité et à quelque part face à un système humanitaire qui a perdu sa capacité plastique et élastique à pouvoir se renouveler, à pouvoir innover. C'est une vraie question. Et ce qui est très clair en termes de faits, c'est que ce système est au bout de souffle, que ce système aujourd'hui ne garantit plus un accès universel aux bénéficiaires et que les paradigmes donantistes aujourd'hui n'ont plus de sens dans un système géopolitique mondial où la relation des États
tel qu'on l'a connu, dit aussi système westphalien, n'a plus aucun sens. Alors moi j'ai une approche assez pragmatique de la question de la relation entre le secteur privé et le secteur humanitaire. Je prendrai juste un exemple précis qui me semble assez parlant, c'est celui de la crise syrienne. Aujourd'hui, en 2015, seuls 17% des investissements, des financements nécessaires pour subvenir aux besoins des réfugiés syriens sont couverts. Donc ça veut dire qu'on a plus de 80% des besoins en financement qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, en décembre 2014, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a été obligé d'arrêter ses distributions alimentaires pendant une courte période par faute de financement. Il faut savoir qu'il faut 35 millions de dollars par semaine pour subvenir aux besoins des réfugiés syriens hors et à l'intérieur du pays. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des besoins de financement qui sont de plus en plus importants, comme on l'a dit auparavant également, des crises qui sont de plus en plus nombreuses. Donc il arrive un moment où si les États ne peuvent plus faire face aux besoins de financement, il va bien falloir chercher les financements ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que les États doivent ne plus subvenir et ne plus répondre aux engagements auxquels ils sont bien évidemment redevables. Néanmoins, il me semble important de réussir à diversifier, à réfléchir à d'autres sources de financement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne plus spécifiquement l'évolution de la technologie dans notre monde actuel. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, où la technologie fait partie presque inhérente de notre quotidien, et elle sera amenée à en faire partie de façon de plus en plus prégnante. Ça se transpose également dans le secteur humanitaire, et de plus en plus aujourd'hui, les ONG humanitaires, les ONG de développement font appel justement à ces nouvelles technologies, que ce soit aujourd'hui un essor incroyable de tout ce qui est autour de la big data. On parle beaucoup aujourd'hui des early warning systems, donc des systèmes d'anticipation des crises, etc. Bon, les drones vont être de plus en plus, l'utilisation des drones dans les réponses humanitaires sont de plus en plus banalisées, vont l'être de plus en plus, etc. Enfin, il y a plein d'exemples aujourd'hui où la technologie fait de plus en plus partie, voilà, des réponses humanitaires. Or, cette technologie aujourd'hui, les humanitaires n'ont pas la capacité de la développer. Donc forcément, elle représente des années de recherche et développement. Et seul le secteur privé peut faire ces gros efforts d'investissement. Il est important que les ONG cherchent à développer des synergies, à identifier les acteurs du secteur privé avec lesquels elles pensent qu'il est intéressant de collaborer, pour que justement elles ne subissent pas la technologie, mais qu'elles arrivent à développer des partenariats innovants pour que justement elles ne se retrouvent pas dans des situations et dans des écueils où la technologie, en fait, l'utilisation de la technologie, je prends l'exemple des drones qui est aujourd'hui un des problèmes les plus épineux, où justement on se dit est-ce que les drones servent vraiment des fins humanitaires ou des fins de surveillance. Donc voilà, tout ça ce sont des questions qui sont évidemment épineuses, évidemment pas simples. Mais malgré tout, je pense que plutôt que d'être dans une situation de rejet en fait du secteur privé en se disant c'est deux mondes différents, il y a d'un côté le monde du bénéfice, du profit, et de l'autre côté le monde humanitaire, je pense qu'il faut justement un peu essayer de dépasser ces logiques-là et d'essayer de trouver ensemble des modalités d'intervention qui nécessitent bien évidemment d'être cadrées, mais néanmoins qui peuvent être, à mon sens, intéressantes pour le secteur humanitaire. Et le troisième point, c'est plus aussi de bénéficier. Aujourd'hui, on voit bien que il y a une appétence pour tout ce qui est éthique, il y a une appétence pour le développement d'une économie plus solidaire, d'une économie plus responsable. Les fonds d'investissement éthique se développent. La RSE, qui était auparavant quelque chose qui n'était pas extrêmement développé, prend beaucoup plus d'importance en France mais ailleurs. Donc tout ça participe, je pense, à un mouvement de solidarité, un mouvement de prise de conscience citoyenne, sur lequel je pense qu'il est important que les ONG surfent
et que du coup aujourd'hui il y a une véritable fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et qu'il faut réussir justement à développer, à mon sens, la fibre citoyenne des entreprises et à les inclure beaucoup plus, à les engager même dans une démarche beaucoup plus sociale. Le secteur humanitaire a évolué, le secteur privé également, et je pense qu'aujourd'hui il est important d'arriver à trouver des points d'entente et des points d'ancrage entre ces deux mondes afin qu'ils puissent tous les deux travailler pour réduire les inégalités, les vulnérabilités des populations dans le monde.